Écoutez avec beaucoup d'attention ce discours inaugural, beaucoup de bonnes intentions, mais quand on n'a pas de moyens, les bonnes intentions risquent de ne mener à rien. Voilà l'analyse que nous faisons de ce discours inaugural. Oui, il y a de bonnes intentions. Vous nous avez vu applaudir à certains moments, dans la lutte contre la corruption, par exemple, ou une politique nationale sur l'itinérance, attendue depuis longtemps. Une meilleure attitude dans la façon de travailler avec les Premières Nations, la hausse des seuils d'admissibilité à l'aide juridique, etc. Il y a plusieurs bonnes intentions, mais je le répète, lorsqu'on ne s'en donne pas les moyens, les meilleures intentions du monde risquent de ne pas mener bien loin. Pourquoi est-ce que nous disons ça? C'est qu'il n'y a absolument rien dans ce discours inaugural qui nous indique que le gouvernement du Parti québécois va aller chercher de nouveaux moyens financiers, de nouveaux revenus pour pouvoir agir, sinon, de façon timide et sans donner de chiffres, une hausse des redevances minières. C'est à peu près tout. Aucun autre moyen. On ne parle pas de taxes sur les gains en capitaux, par exemple, qu'on pourrait instaurer à partir de l'année prochaine. Rien au niveau des redevances sur l'eau. Pas un mot sur un seuil d'imposition plus élevé pour les contribuables les plus riches. Pas un mot sur la taxation accrue des entreprises financières, par exemple, qui pourraient rapporter pas mal d'argent et qui ne risquent pas de déménager. Donc, la question que nous posons, elle est très simple au gouvernement du Parti québécois, c'est vous avez plusieurs bonnes intentions, allez-vous vous donner les moyens d'agir? Voilà. Alors, vous demandez au gouvernement de taxer les plus riches. Est-ce que c'est pas en train de se faire? Est-ce que c'est pas déjà annoncé? On lui demande de taxer les plus riches. On lui demande de taxer davantage les compagnies minières. Il nous dit qu'il va le faire, mais j'ai hâte de voir à quelle hauteur. On veut que la redevance sur l'eau soit beaucoup plus importante. On doit taxer bien davantage les entreprises financières, banques et autres entreprises qui peuvent parfaitement le faire si on en juge l'ensemble des profits qu'elles font. Il y a toutes sortes de moyens qui peuvent être pris pour apporter des revenus supplémentaires à l'État et on ne voit pas pourquoi un gouvernement s'en priverait. Et il faut faire attention, les plus riches, là, on ne parle pas des contribuables qui gagnent 100 quelques milliers de dollars par année. Je vous rappelle, à la mi-août, l'Institut des statistiques du Canada révèle que juste en 2011, 131 milliards de dollars de l'argent a été transféré du Canada à 5 pays qui sont des paradis fiscaux. Des pays du Bahamas, le Luxembourg, puis je pense la Belgique. 131 milliards de dollars du Canada en 2011. Ça veut dire que si l'économie du Québec pèse à peu près 1/5 de l'économie canadienne, ça veut dire 26 milliards de dollars qui sont partis du Québec dans ces paradis fiscaux. Là-dessus, il y a énormément d'impôts qui n'ont pas été payés aux deniers publics. Fédéral là-dedans? Oui, il y a une partie, mais le 26% que les détenteurs de ces capitaux, ceux qui étaient les individus, puis les 11 ou quelques pourcents sur lesquels devaient payer les entreprises, ça fait beaucoup, beaucoup d'argent. Ça fait quelque chose entre 15 et 26 milliards de dollars. Nous invitons le gouvernement québécois à dire que s'il faut balancer le budget, puis s'il faut réaliser toutes ces promesses, bien, il faut aller chercher une partie de cet argent-là qui légitimement revient dans les coffres de l'État québécois. Et donc, investir davantage d'argent, par exemple, au ministère du Revenu, pour aller lutter clairement contre l'évasion fiscale. On sait qu'il y a eu quand même des efforts qui ont été faits là-dessus dans les dernières années. Il faut redoubler d'efforts parce que ces mêmes contribuables à revenus très élevés, dont les organismes bien connus, Chambre de commerce, Conseil du patronat, Institut économique de Montréal, ne cessent de dire qu'ils font bien pitié. Parmi ces contribuables à revenus très élevés, on sait que plusieurs mettent leur argent dans des paradis fiscaux. C'est vraiment intolérable comme discours. Alors, nous autres, on propose de faire une politique au Québec pour le 98% de la population qui a besoin de ne pas payer de hausse de taxes, de tarifs et d'impôts et qui a besoin de recevoir des services publics. Il n'y a pas d'autre façon de le dire au gouvernement du Québec. Si vous voulez mener à bien vos politiques, il y a plusieurs politiques intéressantes dans ce que vous avez proposé. Donnez-vous-en les moyens. Donc, vous trouvez que c'est un petit peu des belles promesses en l'air en ne sachant pas trop comment on va financer tout ça, puis comment on va aller chercher l'argent?
Je pense que dans certains cas, on est plus que dans les promesses en l'air. Je pense, par exemple, à cette nouvelle attitude de négociation d'égal à égal avec les peuples autochtones, avec les Premières Nations. Madame Marois qui s'engage à aller au sommet que les Premières Nations organisent sur l'occupation du territoire. Là, on est plus que dans les vœux pieux. J'en suis convaincu. Je donne quand même à ce gouvernement le crédit de vouloir bouger dans un certain nombre de dossiers. Le problème, c'est que partout où on dit on va ouvrir des services de garde, on va hausser les seuils d'admissibilité à l'aide juridique. À chaque fois, on nous dit, en y allant progressivement, si on en a les moyens. Mais nous proposons au gouvernement du Québec de se donner les moyens, sans crainte. Et je suis certaine que la majorité de la population québécoise va les appuyer dans ce sens-là. Est-ce que le gouvernement fait assez avec le plan Nord? On a une question importante à ce niveau-là, et c'est comment va être traitée toute la question environnementale. On a compris que le gouvernement du Québec veut consulter davantage les communautés nordiques, autochtones et non autochtones. Ça, c'est un pas dans la bonne direction, c'est certain. Mais on n'a pas beaucoup entendu le mot environnement. Et donc, on se demande encore pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'études environnementales stratégiques pour le Grand Nord. On ne peut pas continuer dans la direction qu'avait imprimée le Parti libéral du Québec, qui commence par donner des tonnes de permis à des entreprises minières sans se demander s'il faut protéger les régions affectées par les mines, et qui dit, le reste, ça, on le protégera. On ne peut pas agir comme ça, c'est impensable. Donc là, on a une inquiétude. Madame Marois n'est pas très claire pour savoir si oui ou non elle va poursuivre les projets déjà amorcés, de quelle façon, ou est-ce si elle va prendre un temps de pause pour faire une évaluation environnementale, ça n'est pas clair du tout. Pensez-vous que Mme Marois prend une bonne attitude en mettant la pile à douce, par exemple, sur la charte de la laïcité, la citoyenneté québécoise? Elle ne parle pas de référendum d'identité populaire, encore moins de constitution québécoise. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne attitude de sa part? Moi, je pense que sur la charte de la laïcité, il y a quelque chose de très sain à annoncer une consultation. À Québec solidaire, nous réclamons cette consultation depuis au moins 3 ans. Donc, d'avoir cette annonce qu'on ne procédera pas sans consultation, c'est très intéressant, c'est très correct. C'est un sujet, vous le savez, qui soulève les passions. Il faut donc le traiter lentement, mais sûrement. Alors, dans ce cas-là, la lenteur, à condition que ça se fasse, c'est plutôt une bonne attitude. On parle pas du dépôt comme tel d'une charte, on parle d'une consultation où on trouverait des points d'équilibre. Pensez-vous que c'est simplement une façon de mentionner cet engagement électoral-là pour satisfaire les membres du Parti québécois, ou pensez-vous qu'il y a un fond? J'espère qu'on est devant quelque chose de sérieux. En tout cas, c'est vrai que les phrases n'étaient pas très longues là, sur la question d'une charte de la laïcité. Il faut aller plus loin que juste faire une petite jasette, là. Il faut une véritable consultation publique. Ça veut dire rédiger des documents, les soumettre au public, avoir un débat public. Et il faut que ça aboutisse, oui, dans un projet de loi ou dans une charte. En tout cas, il faut que ça aboutisse. Ça peut même être dans des amendements à la Charte des droits et libertés de la personne. Nous avons proposé d'introduire des amendements dès cette charte-là, qui a préséance sur toutes les lois québécoises. Il faut que ça soit sérieux. Donc, vous pouvez compter sur nous pour être extrêmement vigilants et nous assurer que ça se réalise. Qu'est-ce que vous pensez des intentions du gouvernement qui est en place sur l'agriculture, sur la forêt? Est-ce que c'est des intentions pieuses? Est-ce qu'on va assez loin là-dessus en souveraineté alimentaire? Je ne pense pas que c'est des vœux pieux. Ça, ouais. On va voir, par exemple, le test quand Mme Marois dit que pour relancer l'industrie du bois, il faut utiliser davantage le bois, pas uniquement pour les petits projets, mais pour les grands projets. Bien, ça serait le fun de voir le gouvernement péquiste rappeler M. Labaume à ses promesses sur l'utilisation du bois de manière massive dans la construction de l'amphithéâtre, puis que le gouvernement réajuste le tir et demande, peut-être qu'à M. Labaume demande à son ami Pierre Calpelado de mettre l'argent qu'il faut pour que cette promesse se réalise. Ça serait le genre de geste de bonne volonté. Est-ce que c'est important de changer le Bien sûr que processus? Ben, pourquoi ça ne serait pas? Ben là, c'est facile de dire ça. Moi, je ne suis pas convaincu. Voyons donc, il serait trop tard. Comment ça? Les lamelles ont déjà été tout achetées. On ne se laissera pas berner par ça. L'autre chose, en agriculture, ce que les citoyens du Québec demandent, d'accord, et qui aiderait beaucoup à l'émergence d'une agriculture qui
qui soit un soutien pour les familles québécoises, une agriculture locale, solide, robuste, c'est avantager nos agriculteurs de différentes manières. Les circuits courts, l'accès aux grandes surfaces. Puis une manière d'avantager ça, c'est la traçabilité des aliments. Mais ça, c'est une politique qui demande beaucoup de courage politique, parce qu'il va falloir que les acteurs, comme l'UPA, collaborent, parce que les Québécois veulent savoir qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils mettent dans leur assiette. Puis à partir du moment où on va leur donner le moyen, l'opportunité de savoir ce qu'ils mettent dans leur assiette, on pourra faire des choix. Je saurais, cet aliment-là, ben, c'est des produits québécois, puis voici c'est de quelle qualité ils sont, etc. Puis ça va favoriser notre agriculture ici, parce qu'il y a beaucoup de ces petits producteurs indépendants qui mettent l'accent sur la qualité, qui mettent l'accent sur le biologique, qui mettent l'accent sur le caractère terroir. Donc, ça serait une manière excessivement puissante d'aider à l'émergence d'une agriculture localement implantée. Peut-être une dernière en français. Madame David, une précision sur le sommet sur le territoire et les ressources autochtones auxquelles vous faisiez référence tout à l'heure. Est-ce que c'est pas un peu risqué pour Mme Marois de participer à ça? Je ne vois pas très bien pourquoi. Je vais être très franche avec vous. J'ai discuté de ce sommet-là il n'y a pas très longtemps avec Ghislain Picard. C'est une demande importante des Premières Nations. Elles sont vraiment fatiguées d'être considérées comme des citoyennes, des citoyens de second ordre. Les Premières Nations veulent participer pleinement au développement économique, non seulement de leur territoire, mais veulent faire partie du débat sur le développement du Québec. Je pense que dans le cadre d'une reconnaissance de nation à nation, il est en fait urgent que nous participions à ce genre de sommet, que nous discutions avec les représentants des Premières Nations. Je suis heureuse d'entendre que Mme Marois compte y aller. J'espère que l'Assemblée des Premières Nations invitera aussi les partis d'opposition. Nous serions très heureux d'en être. L'avenir du Québec, il passe entre autres par la reconnaissance des droits des Premières Nations, y compris celui à l'occupation de leur territoire, y compris celui de maîtriser les ressources qu'il y a sur ces territoires, donc d'en bénéficier alors qu'elles en bénéficient relativement peu jusqu'à présent. Ce sont des débats difficiles, je le sais. Dès qu'on parle de territoire, c'est toujours délicat. Je le sais très bien. Je suis allée assez souvent en région pour le savoir. Mais ce n'est pas parce qu'un débat est difficile qu'on peut s'épargner l'idée de le faire. On doit le faire. What happens if the changes to the language laws end up causing conflict between Anglophones and Francophones? We've basically been living in peace for a while. What if these new changes serve to bring back up tensions, old tensions that have sort of been laid to rest? That's our role. That's our role as Québec Solidaire, as opposition, to bring the attention of the government to the importance to follow up a track, a process that will be inclusive, that will appeal to not only one sector, because the English community, the allophone communities are not homogeneous, to involve them in the process, to be attentive to their requests, and to bring changes that are the most possibly mobilizable, that could have the support of the largest sectors of our society. Of course, when we take decisions, it cannot always please everybody, but I'm sure there are many people in the English community, I come from the allophone community, non-Francophone communities, that are willing to consider that the French language has to be protected. And we have to take some steps to do that. That's all. And they have to be reasonable. And you think that you guys would be able to help calm Anglophones down or allophones down if they get concerned or worried about what's going to be happening? We offer our help. But for that, within the English community, some leadership has to come up. We cannot continue to leave only those speak up in the English community that are, comment dit-on, angry. The angry phones, okay? The Quebec English community needs other leaders than just angry phones. And we are offering our help to find out solutions together. We don't have all solutions, but it will come up out of this process, and we'll insist that the government respects an inclusive process. Mr. Kennedy, what did you think of the tone of Madame Marois today, of her speech? Minority government, there's some things. She didn't talk too much about citizen-initiated referendum, some of the things that are out there that the PQ wanted to do. What do you think of the tone and her margin there?
Well, I think she has demonstrated that she's aware of her status of minority. We would have liked, in this situation, there is a way of looking at things just in terms of the National Assembly and the institutions. But another means is to think about what we are here for, represent people. And she could have based her orientation on the willingness of the population. If she had taken that into account, she wouldn't have backtracked on, for example, the abolition of the health tax. Okay? She would have realized that a vast majority of the population is in agreement with that. A vast portion of the population, 98%, will benefit from a small hike in the income tax of the most wealthiest. And she would have promoted audacious, courageous policies. So, in my opinion, on some issues, of course, she cannot go along, and she has taken that into account because she's minority. But on many other issues, she has to take into account that the population could be with her only if she bases her orientation on the popular interest, the interest of the population. Are you sensitive at all to the argument that higher taxes, not income taxes, higher taxes discourage investment, first of all? Secondly, how much more do we need? How much more in taxes do we need? And thirdly, where would it go? What are the priorities for you? Where would you put that money if you had more? First of all, it's wrong. When government tax more rich people, it's not true that all these people will go out or all the big industries will stop their investment. That's false. Point. And our priorities will be each day to tell that government they have to take the good tools, the good tools. They have to take the good tools to act, to realize their good intentions. We will do that each day. We have shown for the banks, for the financial institutions, that reinstating their tax on the capital will, for example, generate more than $800 million of revenues for the government. A tax that existed in 2007. We had banks before. We have banks now, and we'll have banks even if we reintroduce it. And there are many examples of such. And there is no documentation, no proof, economical, scientific proof that increasing taxes at the level of, for example, Northern European countries, that this discourages economy. It might discourage some bad investments that are just looking for, tax havens or tax exemptions and profits. But good investment, good economies prevail in many countries which have much higher levels of income tax revenue and corporate revenue taxation than here. Thank you very much.